Iki est un faible et laid perdant qui a été abandonné par sa famille pour avoir été né sans magie. Mais tout change quand il s'enfuit de chez lui et rejoint une académie où il s'entraîne pour devenir le plus fort des espadonniers vivants et énerve la princesse. C'est tout en commençant avec Iki qui est devenu un rejeté dans sa propre famille pour ne pas pouvoir utiliser la magie. Après des innombrables abus de la part de sa famille maléfique, il s'enfuit de son foyer et était prêt à mourir dans la neige plutôt que de retourner là-bas. Mais juste avant de rencontrer son créateur, son grand-père, le légendaire samouraï Ryoma est apparu et lui a dit quelque chose qu'il garde jusqu'à ce jour. Avec sa nouvelle détermination, il s'entraîne plus dur que personne et rejoint une école magique nocturne, rêvant de gagner le festival des 7 étoiles pour prouver qu'il n'est pas un faible, impitoyable tapis de porte. Un jour, quand Iki rentre dans sa chambre d'étudiant après une matinée d'entraînement, il ouvre la porte et trouve Stella, une méchante aux cheveux rouges. Elle est dans ses sous-vêtements en dentelle noire. Avant qu'elle ne crie, Iki s'excuse et offre de lui montrer son concombre gluant pour compenser, ce qui lui vaut un coup de poing. Ensuite, il se retrouve dans le bureau du président où elle l'engueule pour ce qu'il a fait au nouveau transfert de leur étoile. Iki s'excuse et promet de prendre la responsabilité, donc le président appelle Stella dans son bureau. Iki se penche rapidement et s'excuse, et Stella dit qu'elle le pardonnerait seulement s'il mangeait lui-même. Quand Iki dit non, Stella devient furieuse et l'accuse d'avoir délibérément pénétré sa chambre, comme s'il était Mineta à son apogée. Désespéré, Iki dit qu'il l'a regardée parce qu'elle était trop belle, ce qui complètement éteint sa colère et la fait rougir. Il demande ensuite pourquoi elle était dans sa chambre en train de changer ses vêtements, et c'est alors que le président les informe qu'elle a assigné Stella pour être sa nouvelle colocataire. Puis, dans la résidence, le président explique qu'elle croit que la paire de la plus faible chevalier de magie en Iki et de la plus forte en Stella créera une croissance pour les deux. Stella immédiatement établit des règles strictes pour Iki à suivre, mais Iki refuse de devenir son tapis de porte. Stella défie alors sa duel, déclarant que le perdant doit répondre à tous les caprices du vainqueur, et Iki accepte sans peur. Peu après, le président démarre le match et les deux chevaliers invoquent leurs armes respectives, Iki avec la katana et Stella avec son épée flamboyante. Stella attaque immédiatement, montrant sa puissance de feu infernale, obligeant Iki à adopter une défensive complète. Mais plus il parie ses attaques, plus Stella s'embrouille car il est beaucoup plus fort que ce que ses notes reflètent. Iki lance alors des attaques utilisant exactement la même technique que Stella, révélant qu'il a la capacité de reproduire le style de combat d'un adversaire, ce qu'il a appris en observant Kakashi. Puis il trouve une ouverture et inflige le coup fatal. Mais quand tout le monde pense qu'il a gagné, il voit que Stella bloque la lame avec son bouclier magique. Elle reconnaît également sa force car peu de personnes ont poussé à utiliser son bouclier et charge son attaque la plus dévastatrice sous forme d'attaque de dragon. Mais Iki active alors sa capacité ultime, Ito Ashura, qui augmente sa vitesse et sa puissance de manière spectaculaire, ce qui choque Stella. Il parvient ensuite à la vaincre mais s'évanouit immédiatement par fatigue. Après cela, le président visite Stella dans l'hôpital et explique à Iki sa capacité, Ito Ashura, qu'il peut utiliser une seule fois par jour. Stella ne peut pas croire qu'elle a perdu contre un étudiant de classe F, donc le président explique que le système de notation des blazers n'est pas basé sur les compétences de combat, ce qui est injuste pour quelqu'un comme Iki. Mais malgré tout cela, Iki refuse de baisser les bras. Elle lui dit aussi que si elle veut vraiment devenir plus forte, elle doit rester à côté d'Iki. Plus tard, Stella retourne dans la résidence et trouve Iki endormi, donc elle décide d'étudier de près son sommeil. Quand elle voit son dos masculin exposé, elle caresse légèrement, impressionnée par sa musculature. Quand elle veut partir, il bouge dans son sommeil, la faisant se coincer et finissant par être sur lui. Elle essaie rapidement de se dégager, mais ses yeux tombent sur ses abs parfaits, et elle commence à sécrétionner, donc elle touche et expérimente une convulsion complète, presque faisant exploser son arrosage automatique. Mais soudain, Iki se réveille et Stella cogne sa tête contre le plafond en surprise. Il applique une banderole sur sa tête et Stella s'excuse sincèrement pour avoir pensé qu'il était un couillon parce que les gens ont aussi mal jugé sa famille qui se glorifie de tenir ses promesses. Il accepte son excuse mais puis rappelle sa promesse de servir Stella si elle perd. Stella essaie de reculer mais Iki taquine Stella que sa famille est fière de tenir ses promesses. Et en entendant cela, Stella déclare qu'elle est prête à faire n'importe quoi qu'il veut, même si cela implique des choses impliquant Vasalone et des étreintes. Iki rit et dit qu'il ne veut qu'elle devienne sa colocataire afin qu'ils puissent mieux se comprendre. Cela fait rougir Stella et ils scellent leur accord avec un poignet d'accords maladroit mais sincère. Le lendemain matin, Stella se joint à l'intense entraînement quotidien d'Iki, choisissant de courir 10 km comme lui. Il lui dit de ne pas s'obliger, mais Stella refuse de le sous-estimer car elle veut qu'il sache qu'elle est non seulement talentueuse mais aussi travailleuse. Voyant cela, Iki lui offre sa boisson énergétique, la mettant mal à l'aise à l'idée d'un baiser indirect. Mais quand Iki s'éloigne, elle accepte rapidement l'offre. Tandis qu'elle boit, elle remarque l'excitation presque enfantine sur le visage d'Iki, donc elle demande pourquoi il semble si heureux.
Iki informe qu'il a inscrit sa petite sœur cette année et qu'il ne l'a pas vue depuis 4 ans. Stella devient suspicieuse et demande directement si c'est sa demi-sœur, craignant que quelque chose de tabou ne se produise. Mais Iki assure qu'ils sont frères de sang. Plus tard en classe, leur professeur de classe, Yuri, rappelle aux élèves qu'ils auront des sélections de combat cette année. Et parmi les gagnants, les 6 premiers représenteront l'école dans le tournoi international. Elle ajoute que chaque élève doit participer à au moins 10 combats, un tous les 3 jours, ce qui fait que Iki s'inquiète de l'utilisation de son Ito Ashura. Soudain, Yuri vomit du sang et finit dans l'hôpital où Iki et Stella la visitent. Iki parle de comment Yuri était la raison pour laquelle il a pu s'inscrire à cette académie, et Yuri rappelle que ses capacités sont suffisantes pour cela, malgré ce qui s'est passé l'année dernière. Plus tard, Stella demande à Iki ce qui s'est passé l'année dernière. Et il lui dit qu'il a répété l'année parce qu'il n'y avait pas de critères pour juger correctement ses capacités. Avant qu'elle puisse poser davantage de questions, une fille nommée Kagami apparaît de nulle part et pressant ses seins contre Iki tout excité, choquant à la fois lui et Stella. Kagami explique qu'elle commence un club de presse et après avoir vu Iki vaincre la grande Stella, elle veut qu'il soit son histoire d'en-tête. Jalouse et irritée, Stella s'en va et Iki essaie de la suivre mais il entend une voix familière qui l'appelle par son nom. Il se tourne et voit sa sœur Shizuku et sans prévenir, elle l'enlace et l'embrasse devant tout le monde, choquant tout le monde. Shizuku argumente fièrement que des frères et sœurs qui ne se sont pas vus depuis 4 ans devraient au moins se donner un baiser ou même se frapper pour compenser le temps perdu. Mais Stella proteste haut et fort qu'elle est folle. Refusant de voir plus de cette dépravation, Stella traîne Shizuku loin d'Iki, déclenchant un changement dans les yeux de Shizuku, et elle prévient Stella que personne n'a le droit de se mettre entre des frères et sœurs dévoués. Stella refuse de reculer et déclare que puisqu'elle a perdu contre Iki, elle a juré fidélité à lui, donc elle a le droit de le soutenir. Stella affirme encore plus que Iki a exigé qu'ils dorment dans la même chambre, ce qui rend Shizuku furieuse, pensant que son frère a été dévoré par une autre pute. Shizuku alors invoque son épée basée sur l'eau, tandis que Stella invoque son épée de feu, et Iki essaie de les arrêter. Mais les deux filles insultent l'une l'autre, disant qu'elles sentent comme un buffet de fruits de mer avant de détruire le couloir. Dans les décombres, le président condamne les deux filles à nettoyer toutes les salles de bain des femmes de l'académie en punition. Mais même en nettoyant les toilettes, elles continuent de se moquer l'une de l'autre, disant que leur poontang sent plus mauvais que les toilettes. Après avoir terminé, les deux se disputent une dernière fois avant de rentrer chez elles, et Stella appelle Shizuku une dégénérée obsédée par le pénis doré d'Iki, tandis que Shizuku argumente que Stella ne pourrait jamais comprendre l'amour véritable entre frères et sœurs, mais au milieu de sa colère, Shizuku révèle accidentellement que Iki a été traité comme s'il n'existait pas par sa propre famille, et cette révélation choque Stella. Mais Shizuku refuse de dire plus et s'en va. Puis, dans sa chambre, Shizuku rencontre sa nouvelle colocataire, Alice, qui émane une aura. Elle se plaint ensuite à Alice, déclarant qu'elle refuse de faire partie d'une famille qui traite son frère comme s'il n'existait pas. En même temps, Stella attend dehors et voit Iki courir à nouveau. Elle lui tend une boisson, puis lui demande s'il a vraiment été traité comme s'il n'existait pas. Iki réalise que Shizuku doit l'avoir dit, et donc il choisit de tout lui raconter à Stella. Il révèle que son grand-père est le légendaire samouraï Ryoma, qui est un héros que Iki admire et espère un jour imiter. Sa famille, la famille Kurogan, a produit des chevaliers exceptionnels pendant des générations. Mais parce que Iki est né avec presque aucune puissance magique, ils l'ont abandonné totalement. Un jour, incapable de supporter d'être ignoré par sa propre famille, Iki s'est enfui. Perdu et sans but, il a rencontré l'esprit ou la mémoire de Ryoma qui l'a encouragé à ne pas abandonner son rêve, même si personne ne croyait en lui. Inspiration, Iki s'est entraîné seul pendant des années pour devenir qui il est maintenant. Et Stella relate silencieusement à ses difficultés et ressent sa respect pour lui grandir. Iki révèle qu'au moment de son inscription, sa famille a tenté de saboter son éducation pour l'empêcher de réussir. Mais grâce au nouveau président, il a eu une chance, même s'il sait que sa famille ne cessera pas de le briser. Ce soir-là, Iki prend un bain pour se détendre, mais soudain, Stella entre pour le rejoindre, et quand il lui demande pourquoi, elle dit qu'elle veut faire son travail de servante, qui est de le laver. Lorsqu'il essaie de refuser, elle devient furieuse, donc Iki n'a pas le choix que d'accepter. Elle commence à laver son dos avec un chiffon, et lorsqu'elle est devant lui, Iki lutte pour se concentrer, voyant les petits chiots danser. Puis elle se déplace vers son dos et demande s'il est intéressé par les seins et les joues, ce qui le surprend. Elle explique qu'elle remarque qu'il apprécie les seins de KGM, et même qu'il les regarde juste maintenant. Ichi s'excuse mais avoue qu'il aime les seins, comme tout homme cultivé. Hearing that, Stella gets flustered and decides to ditch the sponge and uses her natural sponges to wash his back. But in the middle of washing, her plot protectors fall down, pressing her pepperonis onto his back.
Ichi notices something on his foot, and when he realizes what it is, he turns red while Stella screams in embarrassment. Days later, Stella and Ikki continue training with the aim of preparing for their mock battles. After they finish, Stella tells him that her opponent for her next match has been decided, and Ikki knows who it is, so he tries to give her information about the guy, but she stops him and says she wants to handle her preparations on her own, just like how Ikki would do the same. Seeing that, Ikki comments about how, despite the drastic difference in their strength, they're the closest pair compared to the others, which flusters Stella. Then the bell rings, but before they return to class, Stella suddenly stops Ikki. She shyly tries to ask him out on a date, but right as she's about to say it, Ikki gets a text from Shizuku also asking him on a date. Ikki accepts Shizuku's invitation and Stella immediately explodes with jealousy. The next day, Stella ends up joining Ikki and Shizuku on the shopping date, and the two girls waste absolutely insulting each other. Meanwhile, Ikki is more focused on Alice, and when he hears Alice's name, he wonders out loud whether Alice is actually a guy. Alice teases him, saying that he can be both depending on what Ikki prefers to clap, and when Alice casually tries to flirt with him, Shizuku stops them immediately, refusing to let her brother switch alliances. Inside the mall, Stella spots Ikki holding Shizuku's hand, and she tries to argue against this Alabama relationship, but Shizuku tells her there's nothing wrong with siblings holding hands and calls out Stella for being jealous and offers to let Stella hold Ikki's hand if they'll make her feel better. But Stella refuses out of pride, which only makes her saltier when Shizuku walks past her with Ikki. Then they sit in a dessert shop that Alice recommends, and Shizuku says that when it comes to fashion and gok techniques, Alice is the expert. Shizuku ends up getting cream on her face, and when Ikki sweetly cleans her face, Stella gets jealous. She intentionally smears even more cream on her own face to get Ikki's attention, but she ends up looking like Santa Claus. So Ikki decides to grab a towel instead, leaving her frustrated. Later in the bathroom, Ikki and Alice talk, and Ikki tells Alice that he's impressed that Shizuku trusts him so much, since she usually doesn't get along well with other boys. Ikki thanks him for being a good friend to her, but before Alice can respond, he hears footsteps, and moments later a group of masked men barges in and starts blasting the restroom, but sees no one inside. One attacker lifts his mask, annoyed that the place is empty, but when they leave, Ikki and Alice emerge from Alice's shadow portal and realize that the mall has been taken over by terrorists. Alice summons his Shadow Blade and explains that his ability lets him manipulate shadows. He opens another portal, and after stepping through it, they arrive in the security room where the guards are knocked out and tied up. They report back to the chairman, who tells them the police have already surrounded the area. She also gives them permission to use their blades as one of the terrorists is a blazer. Meanwhile, Stella and Shizuku are gathered with the other hostages, and Shizuku tells Stella to give her a moment because she's forming a plan and they need to stay low. But suddenly, a boy throws his ice cream at an attacker because the attacker had slapped his mom earlier. The attacker gets furious and starts shooting at him, but Stella steps in and blocks all the bullets with her fire armor, the Empress dress. Stella demands to speak to the leader, and right then their leader, Bisha, steps forward and recognizes Stella as the princess of the Vermilion Empire. He then asks his goon why he was shooting the hostages, and the man points at the boy. Bisha then turns to the boy's mother and says that a parent should teach their child properly, so he aims his weapon at her to teach the boy a lesson about consequences. Stella attacks to stop him, but Bisha blocks her powerful attack with ease and blasts her back. He explains that his blazer ability lets him absorb an attack with his left hand and release it with his right hand using the opponent's own power. He tells Stella that if she wants to save the hostages, she must apologize while showcasing to everyone what only her future husband will see. Ikki tries to jump in, but Alice binds his shadow to stop him and tells him to trust Shizuku before Stella showcases her plots. Shizuku finishes her spell and creates a massive water to protect the hostages from bullets fired. It gives Ikki an opening, so he activates a To Asura, and even though the attackers shoot at him, he moves faster than bullets, and in one clean strike, he cuts off Bisha's left hand, preventing him from countering. Alice appears and pins Bisha down with his shadow, so he orders his men to fire. But when he looks around, he sees that all of his goons have been defeated by Stella. Suddenly, a terrorist in disguise among the hostages stands up and threatens to shoot another hostage unless Bisha is released. But another hidden blazer appears, takes down both the woman and Bisho in a single move, and declares himself as Shizuya, the hero who saved the day. When he locks eyes with Ikki, they recognize each other. Afterward, while Shizuya is basking in the praises, Ikki goes to thank him, but Shizuya arrogantly says that strong people like him must help the weak like Ikki, a bum who should never become a knight.
Stella jumps in to defend Ikki, insisting he's much stronger than Shizuya is, but Shizuya laughs and reminds Ikki that he once ran away from a fight against him, something Stella never knew. Shizuya tells Ikki to check his email, and when he does, he discovers that his opponent for the school battles is Shizuya himself. A week later, the battles begin, and Stella's battle, due to her enormous power level, her opponent forfeits without her lifting a finger. Later, while Stella is taking a shower, she chats with Shizuku and Alice, who also won their battles. When Stella steps out, Kagami suddenly bursts in, wanting to interview them after their win. Hearing this, Alice concludes that Kagami is always up to date with the dramas and gossip, so they instantly become besties. Meanwhile, Ikki is in his room studying Shizuya's past matches and gets scared when he remembers their previous encounter. Stella steps in and Ikki congratulates her on the win. Then they discuss Shizuya's tactics and realize that his skill, Area Invisible, and they admit that someone like Stella, whose attacks cover massive ranges, could easily overwhelm Shizuya's hide and shoot strategy, while someone like Ikki, who fights in close range, is a massive mismatch. Stella asks if he'll be alright and Ikki confidently tells her he'll win. To clear his head, Ikki goes running and he runs into Alice, who has been waiting for him. Alice brings up Ikki's confrontation with Shizuya from last year and Ikki recalls how. At that time, when his family was trying to get him expelled, Shizuya suddenly took an interest in him for being the worst one. Shizuya publicly challenged Ikki to test his skills, but Ikki refused. In response, Shizuya began attacking him, and Ikki couldn't even dodge, as doing so would be seen as violence, giving his family the weapon and excuse they needed to expel him. Hearing this, Alice tells Ikki that he's someone who has grown so used to pain that he no longer notices when his own heart is crying. And even though he always smiles, Alice wishes someone would finally appear in his life who could listen to the voice of his pain for him. The next day, while Ikki is signing in for the battle, a fun-sized teacher pops up praising Ikki for having the courage to fight. Ikki recognizes her as Nenye, the demon princess, and in a blip she teleports right beside him and proposes that he do hot yoga with her that night. But the chairman pops up and drags her away back to the commentator's table so she won't bother Ikki. Minutes before the fight starts, Ikki tries to calm his nerves, but memories flash before him of every moment of pain he's endured. For a second, everything in his vision turns red before fading back to normal. Then he steps into the arena against Shizuya, who's surprised to see this weak bum show up and fully wants to humiliate him in front of the Haz. The battle begins and Shizuya activates his domain, turning the arena into a jungle and making himself invisible. He fires arrows from every direction, but Ikki manages to deflect them with his sword and Shizuya seems surprised by that. But he tells Ikki he still isn't close to his level, so Shizuya vanishes again and invisible arrows rain down on Ikki, hitting his thigh, his arm and more. Shizuya rit tout le temps, savourant pleinement le spectacle. Depuis les gradins, Alice remarque qu'Ikki est nerveux, mais Stella le nie, se souvenant de sa confiance en la victoire. Mais Alice lui fait comprendre que ce combat est la raison même pour laquelle Ikki s'est tant surpassé, et qu'il n'a d'autre choix que d'être confiant. Là, Stella voit enfin la vérité. Malgré qu'Ikki fasse semblant d'être confiant, il est écrasé sous un poids impossible, et elle se sent coupable de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Soudain, Shizuya fait monter les enchères en déclarant à voix haute que l'issue de cette bataille déterminera la remise de diplôme d'Ikki. La foule explose se moquant d'Ikki, le traitant de paillasson faible dont la victoire sur Stella n'était qu'un coup de chance. Quand Shizuya lui assène un coup brutal à l'estomac, Ikki s'effondre. Saignant à terre, Shizuya et la foule le raillent sans cesse, le traitant de pire des faibles pour l'écraser mentalement. Mais Stella en a assez. Elle se lève et ordonne à tout le monde d'arrêter d'insulter le chevalier qu'elle aime. Elle interpelle Ikki, exigeant qu'il se relève et ait l'air cool pour elle, comme il le fait toujours, et sa voix l'atteint. Ikki se force à se remettre debout, et avec une pure détermination, il se frappe le visage pour se concentrer. Il active son atout Itoshura, et attrape une flèche à main nue, choquant Shizuya. Puis, utilisant tous ses sens et son expérience de la bataille, Ikki dévie toutes les flèches que Shizuya lui tire pas à pas, s'approchant de lui comme un homme possédé. Pendant ce temps, Shizuya recule comme sa proie, juste au moment où Ikki est sur le point de l'abattre. Shizuya panique et abandonne le match, criant sa reddition quelques secondes avant que la lame d'Ikki ne l'atteigne. Ainsi, Ikki est déclaré vainqueur, et tandis que ses amis l'acclament, il parvient à lever les yeux vers Stella et à lui offrir un sourire rassurant avant de finalement s'effondrer d'épuisement. Plus tard, Ikki se réveille à l'hôpital, Stella dormant à ses côtés. Quand elle se réveille et réalise qu'il la fixe, elle est gênée et le traite de pervers pour l'avoir regardé dormir. Soudain, Ikki lui dit qu'il l'aime bien et Stella devient écarlate et lui ordonne de fermer les yeux.
Quand il le fait, elle l'embrasse timidement sur la joue, montrant qu'elle ressent la même chose. Iki la serre dans ses bras et elle le serre en retour. Se tenant l'un l'autre tout près, Iki lui dit qu'avec elle à ses côtés, il se sent l'homme le plus fort du monde. Puis ils se promettent qu'un jour, ils atteindront tous les deux le sommet et s'affronteront en finale. 2 semaines après le début de leur relation, Stella s'entraîne comme une femme possédée, frustrée qu'après tout ce qui s'est passé entre eux, Iki n'est même pas encore tenté de faire le premier pas. Pendant ce temps, Iki gagne un autre match et sa réputation monte en flèche, se débarrassant lentement de son image de pire des faibles et gagnant même des fans. Après les cours, Kagami et un groupe de filles s'approchent d'Iki, le suppliant de leur apprendre comment il utilise son épée. Stella observe depuis les coulisses, la jalousie la rongeant de l'intérieur, mais elle refuse de dire quoi que ce soit car elle ne veut pas paraître collante. Pendant ce temps, les gars de la classe sont fous de jalousie parce qu'Iki est entouré de filles, comme s'il était l'équivalent masculin de Bonnie Blue. Mais alors, leur professeur principal entre et comme tous les autres jours, elle perd immédiatement du sang et s'effondre. De retour à la maison, Stella dit à Iki qu'il n'a pas à enseigner à ses filles avides, affirmant qu'elles sont toutes des blazers talentueuses et qu'il ne devrait pas aider ses ennemis. Mais Iki n'est pas d'accord, disant que s'il peut les aider à devenir plus fortes et à éviter une autre situation comme celle qu'ils ont rencontrée au centre commercial, il veut le faire. Quand il lui offre soudain un doux sourire, Stella rougit instantanément et quand on lui demande, elle le balaye d'un revers de main et l'invite plutôt à un rendez-vous. Sachant qu'ils sortent ensemble depuis 2 semaines, mais à sa grande déception, Iki s'endort pendant qu'elle parle, plongeant Stella dans une rage de petite amie silencieuse et polie. Le lendemain matin, Iki est rejoint par les filles de l'autre jour et il commence l'entraînement en les faisant tenir sur une jambe. Quand Kagami lui demande ce qu'il fait, il dit fièrement qu'il leur apprend à être le guerrier dragon comme le ferait Shifu. Et Kagami prend des notes de tout cela pour les mettre dans son journal. Juste à ce moment-là, une escouade de brutes jalouses prend d'assaut la scène, confrontant Iki sur le fait d'être le nouveau maître populaire, le gros Willy. Ils sortent leurs armes de blazer, leur chef portant un biki littéral, ils l'attaquent. Mais sans même utiliser son arme ou ses pouvoirs, Iki les manœuvre et les humilie tous, arrêtant même le pistolet de tirer, les forçant tous à se rendre. Soudain, ils s'inclinent tous, admettant qu'en vérité, ils sont tous jaloux d'Iki, de sa popularité, de son côté Tchad et de son aura. Alors ils supplient Iki de leur apprendre à être comme lui. Étant punk rock comme Superman, Iki accepte de les entraîner, ce qui augmente encore plus sa popularité. Puis, pendant l'entraînement, Stella apporte des boissons pour Iki. Mais avant qu'elle ne puisse les lui donner, Shizuku arrive en flèche avec ses propres boissons. Quand Iki boit d'abord la boisson de Shizuku, Shizuku dit qu'il y a son jus d'amour dedans, mais dit rapidement qu'elle plaisante seulement. Shizuku fait alors remarquer que Stella cache 2 boissons derrière son dos, la démasquant, mais elle trouve rapidement une excuse et les avale toutes les deux d'un trait, les larmes aux yeux. Pour ajouter l'insulte à l'injure, Shizuku demande à Iki de l'entraîner à l'escrime et Stella exige immédiatement le même traitement. Mais Iki dit gentiment qu'elle n'a pas besoin de son entraînement vu son niveau de compétence, ce qui fait que Stella s'en va en trombe. Sur le chemin du retour, Stella croise Alice qui tient un jeu de simulation de rencontre qu'il a eu de Kagami. Stella remarque qu'un des gars ressemble exactement à Iki et s'y intéresse instantanément, alors elle demande à y jouer. Plus tard chez elle, elle y joue seule, et contrairement à la vraie vie, elle veut être plus honnête. Alors elle choisit toutes les options qui permettent à son sosie fictif d'Iki de tomber amoureux d'elle et de la claquer fort, sans aucune sœur plate et agaçante dans les parages. Mais juste au moment où le jeu devient intéressant, Iki entre et la surprend en train de jouer, et elle cache rapidement le jeu. Puis Iki lui dit qu'il emmènera ses élèves s'entraîner dans une piscine, et lui demande si elle veut l'accompagner. Stella dit qu'elle ne voit pas pourquoi elle devrait toujours agacer, sachant qu'il ne l'entraînerait même pas. Mais Iki veut s'expliquer. Il s'assoit et Iki dit que lui imposer son style d'épée la freinerait, car le sien est déjà bien au-delà de ce qu'il peut enseigner, et qu'il l'aime le plus quand elle est quelqu'un qui le surpasse. En entendant cela, Stella fond sur place et accepte de venir. Le lendemain, Stella rejoint Iki et une classe à la piscine, et les filles se changent en maillot de bain, faisant réaliser à Iki et aux garçons à quel point ils sont bénis d'avoir des yeux. Pendant qu'Iki entraîne le groupe, Stella reste assise seule, jalouse qu'Iki ne lui prête pas attention. Elle observe sa façon d'enseigner et essaie de copier les techniques, espérant que cela l'aidera à se sentir plus proche de lui. Mais juste au moment où elle commence à se concentrer, Kagami surgit de nulle part et lui donne presque une crise cardiaque. Kagami lui demande immédiatement jusqu'où ou à quel point elle est allée avec Iki, considérant qu'elle est sa petite amie et future épouse. Stella essaie de nier qu'elle sort avec Iki, disant qu'une princesse comme elle ne sortirait jamais avec un vaurien comme lui, mais Kagami démasque son mensonge instantanément. Elle prévient que s'ils ne sortent pas ensemble, alors Kagami peut revendiquer Iki, chevaucher son cornichon et être sa baby mama. En entendant cela, Stella panique et admet qu'elle est l'amante d'Iki. Voyant sa réaction, Kagami promet de garder le secret dans le cadre de son intégrité journalistique, ce qui calme Stella.
Puis elle répète sa question voulant savoir jusqu'où ils sont allés. Quand Stella admet qu'ils n'ont encore rien fait, Kagami est stupéfaite. Stella avoue qu'elle veut être une vraie partenaire romantique, mais elle ne veut pas qu'Ikki pense qu'elle est insistante ou une fille avide. Kagami la prévient qu'elle peut y aller doucement si elle veut, mais si elle est trop lente, une autre fille bizarre lui prendra Ikki en utilisant sa grotte de miel. Elle va ensuite chercher Ikki pour leur laisser un peu de temps seul. Pendant ce temps, Shizuku se confie à Alice, lui demandant s'il est mal pour une petite sœur d'aimer son grand frère de manière romantique. Alice répond que c'est mal, mais l'assure que l'amour à l'Alabama est réel et que s'il y a un trou, il y a un moyen. Shizuku demande ensuite s'il est possible de faire en sorte qu'Ikki la voie comme une femme, et bien qu'Alice dise que c'est difficile, ses chances ne sont pas nulles. De retour avec Stella, elle demande maladroitement à Ikki ce qu'il pense de son maillot de bain, et quand il lui fait le compliment le plus banal, elle se sent instantanément abattue. Ikki essaie alors de parler de leur relation et de la façon dont ils devraient mieux communiquer, mais Stella interprète mal chaque mot et pense qu'il rompt avec elle, croyant qu'elle a été trop lente pour gagner son cœur. Elle se fâche, affirmant que c'est fini, tandis qu'Ikki est confus par ce qu'elle veut dire. Tous deux s'engagent dans un malentendu et une dispute bruyante et dramatique sur ce qu'ils veulent vraiment l'un de l'autre, ce qui se termine par leur confession d'amour mutuel, tout en croyant que l'autre veut mettre fin à leur relation. Après s'être calmés, Ikki suggère qu'ils expriment ce qu'ils veulent l'un de l'autre, et ils demandent tous les deux un baiser en même temps. Ikki donne à Stella un petit baiser timide, mais Stella en veut plus, alors il lui donne plus de son amour. Dans le bus du retour, ils se tiennent la main savourant l'instant, mais soudain, leurs deux téléphones vibrent avec un email, et leurs prochains adversaires leur ont été attribués. Tous deux affrontent des membres du conseil étudiant, et ces membres sont impatients de leur montrer le véritable pouvoir du conseil. Puis la bataille commence, et Ikki affronte le flash littéral qui tourne autour de lui à une vitesse folle. Pendant ce temps, Stella est enfermée avec un tank ambulant qui fait tourner son arme comme un hélicoptère. Mais peu importe les efforts des membres du conseil, Ikki et Stella les battent tous les deux proprement, assurant leur troisième victoire consécutive et maintenant leur série invaincue. Ensuite, Ikki et la bande rentrent chez eux et les filles se disputent pour savoir qui aura l'attention d'Ikki, mais sans faire de scène. Alice fait remarquer nonchalamment que quelqu'un les suit, et Ikki dit qu'il l'a aussi remarqué, car le harceleur les suit depuis une semaine entière. Alice suggère de l'interpeller, alors il confronte la fille cachée dans l'ombre et elle panique si fort qu'elle recule et tombe d'une petite corniche. Plus tard, ils lui rendent visite à l'hôpital où elle les remercie de l'avoir sauvé et se présente comme Ayatsuji Eise. Ikki reconnaît immédiatement son nom de famille et demande si elle est liée au légendaire Ayatsuji Kato. Ayatsuji le confirme, et Stella confuse demande qui c'est. Shizuku explique que Kato est un épéiste prodige, une légende des compétitions dont la renommée aurait dû être immense s'il n'avait pas été un non-blazer. Elle ajoute qu'il est connu comme le dernier samouraï, mais ce n'est pas Tom Cruise. Ikki s'extasie comme un fanboy, expliquant qu'il a tant appris en regardant les matchs de Kato, il se sent donc honoré de rencontrer la fille de Kato. Mais quand il demande où est son père maintenant, Ayase explique tristement que Kato a subi un accident lors d'un tournoi et a disparu de la scène depuis. Essayant de revenir au sujet, Shizuku demande pourquoi Ayatsuji a harcelé Ikki. Les filles sautent immédiatement aux conclusions, pensant qu'elle veut se faufiler entre elles et passer devant pour monter sur le glizy gluant d'Ikki. Mais Ayatsuji clarifie rapidement qu'elle veut seulement apprendre l'escrime d'Ikki et ne savait pas comment demander. En entendant cela, Ikki lui propose de rejoindre leur session, et le lendemain, pendant que tout le monde s'entraîne, Ikki s'entraîne en duel avec Ayatsuji. Il voit immédiatement le problème. Elle est bloquée parce qu'elle essaie de reproduire parfaitement le style de son père. Ayatsuji admet qu'elle a l'impression de ne pas pouvoir le rattraper, et Ikki lui dit gentiment mais honnêtement qu'elle ne grandira jamais si elle n'imite que les techniques de son père. Au début, elle est offensée, pensant qu'il insulte la capacité de son père. Mais Ikki explique que la raison pour laquelle elle ne peut pas copier entièrement son père est que leur morphologie et leurs forces sont différentes. Il suggère donc qu'elle a besoin d'un style d'épée qui lui convienne. Il propose d'ajuster sa forme et la prévient qu'elle ne pourra pas revenir en arrière une fois qu'elle l'aura changé, mais Ayase accepte. Ikki commence à guider sa posture en ajustant sa position et ses jambes, et tandis que l'autre veut le même traitement, Ikki explique calmement la correction qu'elle doit apporter, tout en Ayase fait de son mieux pour ne pas transformer son grand canyon en chute du Niagara. Mais dès qu'il désire sa nouvelle forme, elle constate qu'elle s'est améliorée de façon drastique. Alors elle le remercie sincèrement d'avoir résolu ce avec quoi elle luttait. Sur le chemin du retour, Ikki s'excuse si les ajustements manuels étaient inconfortables. Mais Ayatsuji le rassure en disant qu'elle n'y a pas du tout prêté attention, car elle respecte énormément les gens qui se consacrent entièrement à leur art. Quand elle remarque que Stella et Shizuku la fusillaient du regard, elle clarifie rapidement qu'elle n'essaie pas de leur voler Ikki. Stella demande à Shizuku si cela la dérange de le voir se rapprocher d'une autre fille.
Mais à sa surprise, Shizuku dit calmement que cela ne la dérange pas, tant que son cher Ikki finit par être avec la bonne personne et est heureux. Ensuite, Ayatsuji dit à Ikki qu'elle croit que s'entraîner avec lui l'aidera à atteindre la scène du tournoi et lui demande de continuer à la coacher, ce à quoi Ikki accepte. Cette nuit-là, avant d'aller dormir, Stella demande doucement si Ikki a aimé entraîner Ayas et toucher son corps partout. Mais Ikki l'assure que son seul objectif était d'aider Ayatsuji à s'améliorer. Se sentant abattue, Stella lui demande de lui tenir la main voyant qu'elle est triste. Ikki la tient et lui dit que la seule fille qu'il aime, c'est elle et seulement elle. Le lendemain, il continue l'entraînement, Stella s'entraînant en duel avec Ayatsuji tandis qu'Ikki observe. Ensuite, Ayatsuji offre un repas à Ikki et Stella pour les remercier. Et Ayaz, émerveillé, observe Stella dévorer 4 assiettes entières, tout en conservant une silhouette absolument divine à en mourir d'envie. Ayaz exprime également sa profonde gratitude envers Ikki, lui confiant que grâce à leur entraînement ensemble, elle se sent désormais bien plus proche de son père. C'est vraiment touchant. Ikki l'assure qu'elle est amplement capable d'y parvenir par elle-même, sans aide, mais elle leur répond qu'elle ne pourra jamais récupérer ce qui lui a été dérobé. À ce moment précis, un groupe de voyous de vrais racailles fait irruption et ils reconnaissent Tayase, puis se mettent à la harceler sans aucune gêne. Ikki tente avec une politesse exemplaire de leur demander gentiment de cesser, et tandis que ces brutes de voyous se moquent ouvertement de sa tentative, leur chef, Kurado, remarque qu'il est un épéiste. Il s'approche alors d'Ikki, s'excuse platement et lui verse un verre, l'air de rien. Ikki boit le contenu, mais soudain la bouteille lui est violemment brisée sur la tête. Kurado tente alors de provoquer Ikki en duel, exigeant qu'il brandisse son épée. Stella s'interpose aussitôt pour le défendre, mais Ikki l'arrête net, refusant catégoriquement de se battre en public. C'est une question de principe. Agacé au plus haut point par son attitude si stoïque, Kurado crache alors au visage d'Ikki. Stella manque de devenir complètement hystérique, mais Ikki l'arrête une fois de plus, refusant obstinément de se battre. Les voyous, le prenant pour un lâche, finissent par quitter les lieux, le laissant tranquille. Stella ne peut absolument pas comprendre pourquoi Ikki s'est ainsi retenu, elle est pourtant si confiante qu'il aurait pu les battre tous, sans exception. Mais Ikki lui explique que Kuroto est un adversaire extrêmement puissant. De plus, il précise que se battre en public lui vaudrait une expulsion immédiate. C'est pourquoi il refuse catégoriquement d'entreprendre quoi que ce soit. À ce moment précis, un jeune homme aux cheveux blancs et une fille portant un parapluie surgissent de nulle part et félicitent chaleureusement Ikki de ne pas avoir envenimé la situation. Ils le préviennent que Kuroto était classé 8ème au tournoi des 7 étoiles l'année précédente, donc éviter un affrontement avec lui était une décision très judicieuse, vraiment. Stella demande alors qui sont donc ces deux personnes, et Ikki les présente comme étant Masoji et Kanata, tous deux membres éminents du conseil étudiant. Ils quittent ensuite les lieux, et pendant leur marche, Stella interroge Ayas pour savoir qui étaient ces fameux délinquants, exactement. Avant même qu'elle ne puisse répondre, elle et Ikki reçoivent simultanément un email et ils découvrent avec stupeur que leur prochain combat les opposera l'un à l'autre. Ayase s'enfuit immédiatement, refusant de prononcer le moindre mot pendant plusieurs jours. Elle ne se présente plus aux entraînements, ce qui inquiète énormément Ikki. Lors d'une discussion approfondie avec Alice, il en vient à la conclusion qu'Ayase sait probablement qu'elle ne peut pas vaincre Ikki lors de leur affrontement et qu'elle est en train de manigancer quelque chose avant le match. Ikki est très impressionné qu'Alice ait pu arriver à cette conclusion. Alors il lui montre un message texte d'Ayas lui demandant de la rencontrer en privé, seul à seul. Alice le prévient que c'est manifestement un piège, mais Ikki affirme qu'il y ira quand même, absolument confiant qu'il remportera la victoire. Cette nuit-là, il la rejoint sur le toit, où Ayas l'attend déjà, avec une apparence des plus inquiétantes, un peu comme Sadako. Elle évoque alors la promesse solennelle qu'il a faite avec Stella, ce serment de s'affronter mutuellement lors du prestigieux tournoi d'escrime des 7 étoiles. Et quand Ikki confirme que c'est bel et bien vrai, Ayas lui demande aussitôt ce qu'il compte faire s'il se retrouve face à un adversaire qu'il ne peut tout simplement pas vaincre. C'est une question cruciale. Il répond sans la moindre hésitation et déclare que quoi qu'il arrive, il se battra toujours avec honnêteté, utilisant absolument toutes les compétences légitimes qu'il possède, car pour lui, c'est là la véritable voie, la seule voie honorable pour un épéiste. Ayase s'oppose farouchement, affirmant que, contrairement à lui, elle est prête à absolument tout, même à employer des tactiques les plus sales s'il le faut, pour remporter la victoire. Avant même qu'Ikki ne puisse répondre, Ayase dégaine soudainement son arme. Elle brise alors la barrière protectrice derrière elle et se jette violemment en arrière, comme si elle avait l'intention de mettre fin à ses jours. Là sur le champ, Ikki active immédiatement un Tohashura, poussant son corps bien au-delà de toutes ses limites habituelles. Avec cette incroyable explosion de puissance, il se propulse en avant, saisissant Ayase au passage et les projetant tous les deux hors du bâtiment dans le vide. Ils s'écrasent alors violemment dans la piscine située en contrebas, et l'impact avec l'eau les sauve in extremis d'une mort absolument certaine. Lorsqu'ils émergent enfin de l'eau, Ayase semble absolument ravi que ce héros imprudent ait été contraint d'utiliser sa carte maîtresse. Et Ikki réalise alors, à son grand désarroi et avec horreur, que sa tentative apparente n'était en fait rien de plus qu'un piège machiavélique, destiné à le forcer à employer son Tohashura. Elle souligne que leur match de sélection débutera dans seulement 10 heures, ce qui ne lui laisse pratiquement aucun temps pour récupérer pleinement. Elle prétend désormais avoir une chance de victoire très réelle, non pas parce que son talent naturel surpasserait le sien, mais bien parce qu'elle sait pertinemment qu'il ne peut plus du tout compter sur sa technique ultime. Pendant ce temps, complètement inconsciente du chaos qui règne ailleurs, Stella dort à point fermé, profondément. Elle rêve joyeusement qu'Ikki l'emmène au 7e ciel, dans un moment passionné, jusqu'à ce qu'elle se réveille soudainement pour découvrir Ikki, le visage contre sa poitrine, inanimé. Elle panique d'abord, pensant qu'il est en train de faire une avance, mais sa peur s'estompe rapidement lorsqu'elle réalise qu'Ikki est en fait inconscient. Le lendemain matin, Ikki se réveille dans un lit d'hôpital, entouré de tous ses amis, tous visiblement soulagés de le voir enfin éveillé. Avant même qu'il ne puisse expliquer quoi que ce soit, la présidente apparaît et lui demande de s'entretenir avec elle en privé. Elle sait déjà pertinemment qu'il est à l'origine de l'explosion survenue au bâtiment la nuit précédente, et Ikki est entièrement préparé à accepter n'importe quelle punition qu'elle jugera appropriée. Mais il refuse catégoriquement de donner le moindre détail concernant l'implication d'Ayase.
Au lieu de cela, il demande plutôt ce qui lui est réellement arrivé et la présidente lui explique alors toute la vérité. Des années auparavant, le père d'Ayase, Kaido, que l'on surnommait le dernier samouraï, avait accepté un défi lancé par un autre épéiste, un adversaire redoutable. Cet adversaire n'était autre que Kurado et Kaido fut vaincu. Et en raison des termes très stricts de ce duel, absolument toutes les propriétés, y compris le dojo familial, furent transférées à Kurado. La défaite fut si incroyablement dévastatrice que Kato tomba dans un coma profond qui dura 2 années complètes. Ayase porte le poids immense des enseignements de son père depuis ce jour, lui qui lui avait toujours dit de suivre la voie d'un samouraï véritablement honorable. Mais après avoir trahi Ikki et tenté de le manipuler de la sorte, elle se sent désormais complètement écrasée par une culpabilité insupportable. Elle a déjà affronté Kurado par le passé, mais comme elle était bien trop inexpérimentée à l'époque, elle a perdu misérablement. Maintenant, elle est convaincue que sa seule et unique chance de récupérer ce qui lui a été dérobé est d'avancer suffisamment loin dans le tournoi pour pouvoir l'affronter une fois de plus. Pendant ce temps, Kato se réveille enfin de son long coma et s'excuse profondément de n'avoir pas réussi à protéger leur foyer. Mais Ayase le supplie de ne surtout pas se blâmer et lui promet solennellement qu'elle restaurera tout ce qui a été perdu. Pendant ce temps, Ikki et ses amis proches discutent sérieusement de toute cette situation délicate. Même après les actions plutôt sournoises d'Ayase, Ikki refuse catégoriquement de se battre de manière déloyale et il insiste pour aborder leur match avec une équité et une sincérité absolue. Par la suite, il demande à Stella de venir avec lui quelque part et ensemble ils vont à la rencontre de Yuri, leur professeur. Ikki confie à Yuri qu'Ayase a l'intention de tricher lors de leur match. Yuri estime qu'il devrait le signaler immédiatement, mais Ikki lui demande expressément de ne pas le faire. Il soutient qu'au fond d'elle-même, Ayase possède toujours un bon cœur et que ses choix désespérés proviennent du profond traumatisme d'avoir perdu le dojo de sa famille face à Kurado. Lorsque le match débute enfin, les deux compétiteurs font leur entrée dans l'arène et Ayase confie à Ikki qu'elle est sincèrement surprise qu'il se soit réellement présenté après tout ce qui s'est passé. Ils dégainent leurs lames et Ikki frappe le premier, mais Ayase fait un étrange mouvement du doigt, créant une profonde entaille qui traverse le corps d'Ikki. Il recule instantanément mais se retrouve frappé à nouveau par derrière. Alors que leurs lames s'entrechoquent avec force, elle révèle enfin le nom de son incroyable capacité, la griffe du vent. Les deux se séparent après 1 minute d'intenses affrontements à l'épée et Ikki comprend alors qu'elle a dissimulé des tourbillons invisibles un peu partout dans l'arène avant même le début du combat, des pièges qu'elle peut activer à sa guise. Elle charge de nouveau et Shizuku fait remarquer que placer des pièges à l'avance enfreint clairement les règles de l'école, ce qui signifie qu'Ikki serait déclaré vainqueur si les officiels venaient à le découvrir. Elle utilise ensuite une autre capacité de son épée pour lui infliger une profonde coupure au bras, et Ikki réalise alors que si elle touche un point vital avec l'une de ses attaques dissimulées, cela pourrait lui être absolument fatal. Ayase avance sans relâche, poussant toujours plus loin, tentant de finir le match avec une technique absolument décisive, mais Ikki bloque sa lame en utilisant le manche de la sienne, un mouvement que Shizuku reconnaît immédiatement comme étant sa technique spéciale, la garde irrégulière. Ikki reproche alors à Ayase d'avoir complètement abandonné les techniques qu'il lui avait enseignées, et d'avoir tourné le dos à l'escrime honorable avec laquelle son père l'avait élevé. Elle rétorque que rester pure ne lui a jamais rien apporté de concret, mais Ikki jure solennellement qu'il restaurera sa fierté en y mettant absolument toutes ses forces. Elle déchaîne une véritable tempête de coups invisibles, mais Ikki charge résolument en avant, esquivant chaque piège éolien grâce à sa vision absolument parfaite. Sa frustration crée l'ouverture dont Ikki a besoin, et alors qu'Ayase se jette sur lui avec tout ce qu'il lui reste d'énergie, Ikki utilise sa technique secrète Shinkiro-A pour mettre fin au combat. Mais Shizuku remarque qu'Ikki a basculé son arme en mode sécurisé juste avant de frapper, et Stella explique alors que l'objectif d'Ikki n'était absolument pas seulement de remporter la victoire, mais qu'il voulait également sauver Ayase. Par la suite, Ikki dit à Ayase de le laisser l'aider à regagner absolument tout ce qu'elle a perdu. Lorsqu'il lui tend sa main, elle voit soudainement son propre père en lui. C'est une vision émouvante. Elle saisit alors sa main, le suppliant de l'aider. Et Ikki sourit doucement, lui disant que ce sont précisément les mots qu'il attendait d'entendre depuis si longtemps. Il y a de nombreuses années, le père d'Ayase, Keido, commença à perdre progressivement la force nécessaire pour manier correctement son épée, en raison d'une grave maladie cardiaque. Il se retira donc des combats. Mais même si son corps s'affaiblit, il refuse catégoriquement de laisser l'héritage de son dojo s'éteindre. C'est une question d'honneur. Il met absolument tout ce qu'il a dans l'entraînement de ses élèves, et parmi eux, sa fille Ayase fait preuve de la plus forte dévotion, c'est évident. Kato lui enseigne alors la technique familiale sacrée, celle qui a été transmise de génération en génération, un véritable trésor. Et bien qu'Ayase rencontre de grandes difficultés durant les premières étapes, il ne lui permet absolument pas d'abandonner. Encore et encore, il lui rappelle inlassablement qu'un véritable épéiste doit toujours rester juste, protéger les faibles et mépriser le mal, car leur technique existe avant tout pour défendre les gens et non pour les blesser, non pas pour leur nuire. Et malgré son corps de plus en plus défaillant, Kato continue inlassablement de partager tout son savoir avec Ayase. Puis, un jour funeste, le désastre frappe. Un challenger impitoyable nommé Kuroto apparaît au dojo et exige un duel pour la pleine propriété de l'endroit tout entier. Kaido accepte le défi, s'appuyant sur son noble et traditionnel style d'épée, tandis que Kuroto se bat avec une sauvagerie inouïe, telle une bête sans la moindre retenue. Coup après coup, Kuroto terrasse Kato, mais Kato refuse obstinément de se rendre ou de laisser le nom de sa famille être déshonoré par quelqu'un qu'il ne considère que comme un simple voyou. Ayase et un autre élève supplièrent Kato d'abandonner le combat, mais Kaido refusa catégoriquement. Il déclara qu'il ne pourrait jamais pardonner à Kurado d'avoir blessé sa fille, puis charge à la valeur d'épée une fois de plus. Kurado commença alors à provoquer le vieil homme, le narguant sans cesse jusqu'à ce que leur affrontement devienne encore plus violent. C'était terrible. Finalement, Kaido fut complètement terrassé, mis à terre. Les larmes coulant à flot sur son visage, Ayase tenta désespérément de le faire arrêter, mais il lui hurla de rester absolument en dehors de son duel.
Désespéré, Kato tenta d'utiliser sa technique ultime, mais son corps le trahit lamentablement avant même qu'il ne puisse frapper. Cela donna à Kurado l'opportunité de porter un coup absolument dévastateur qui mit fin au match de manière définitive. Ayase rattrapa son père alors qu'il tombait et il s'excusa auprès d'elle avant de perdre connaissance. Avec la défaite de Kato lors de ce duel, sa famille est contrainte de quitter le dojo qu'il chérissait tant. De retour au présent, Ayase conduit Ikki et Stella vers ce même dojo qui est désormais complètement saccagé et vandalisé par les hommes de Kurado. Ayase explique à Ikki et Stella que l'escrime de Kurado n'est absolument rien d'autre qu'une violence brute purement impitoyable sans aucune finesse. Elle déclare qu'un brute pareil ayant transformé son père en une coquille brisée est quelque chose qu'elle ne pourra jamais pardonner. Finalement, tous les trois atteignent ce qui était autrefois la maison familiale d'Ayase. À l'intérieur, ils découvrent un groupe de voyous à l'allure plutôt menaçante et sans la moindre hésitation, Ikki exige qu'on le conduise immédiatement auprès de Kurodo. Quelques minutes plus tard, il arrive dans la pièce où la valeur d'épée est installée et le défie ouvertement en duel. Ikki déclare alors qu'il va récupérer le dojo pour Ayase, mais Kuroto se contente de se moquer de lui disant qu'il n'agit pas du tout comme le lâche qu'il était la dernière fois. Kuroto dit à Ikki de prouver qu'il a bel et bien le droit de l'affronter, mais Ikki est déjà parfaitement préparé. Il jette alors une pile de cartes d'étudiants appartenant au voyou de Kuroto qu'il a vaincu plus tôt. Prouvant ainsi qu'il a réussi le test de Kuroto, ce dernier invoque son effrayant dispositif, Orochimaru, la lame qui lui a valu le titre redoutable d'avaleur d'épée. Et Ikki répond en invoquant sa vieille et très fiable lame, Intetsu. Avec un sourire absolument maniaque, Kurado affirme qu'il adore par-dessus tout combattre les épéistes et se précipite violemment sur Ikki. Bien qu'Ikki parvienne à bloquer plusieurs de ses attaques, son adversaire se déplace si rapidement qu'Ikki ne peut plus du tout le suivre des yeux. Orochimaru prend alors sa forme de serpent, ce qui permet à Kurado de frapper efficacement à distance. Il explique que son épée a la capacité de combler instantanément l'écart entre lui et n'importe quel autre épéiste. Peu importe la distance qui les sépare, c'est une arme redoutable. Stella comprend instantanément pourquoi les gens l'appellent la valeur d'épée, et elle souligne également qu'Ikki n'a absolument aucun moyen de contrôler la distance lorsqu'il est ainsi surpassé. Même dans ces conditions, elle insiste fermement sur le fait qu'Ikki n'est pas du tout le genre de personne à craquer facilement. Il est bien plus fort que ça. Ikki lui donne entièrement raison. Il charge résolument en avant, utilisant sa vision absolument parfaite pour anticiper et bloquer les coups étendus de Kuroto. Quand Ikki tente de poignarder son adversaire, Kuroto esquive avec une vitesse absolument incroyable puis lance une contre-attaque fulgurante et tranche profondément le torse d'Ikki. Il est impressionné qu'Ikki parvienne à l'éviter, mais cette coupure lui apporte l'éclaircissement dont Ikki a précisément besoin. Il réalise alors que Kuroto a utilisé cette même vitesse absolument écrasante pour vaincre le dernier samouraï, c'est une révélation cruciale. Et selon Ikki, la véritable source du pouvoir de Kuroto réside dans son temps de réaction absolument anormal, où Kuroto se déplace presque 6 fois plus vite qu'un être humain ordinaire. Et cette vitesse fulgurante est précisément la raison pour laquelle Ikki a tant de mal à suivre le rythme. Stella comprend alors pourquoi l'épée de Kuroto semble littéralement disparaître en pleine action. Et Kuroto félicite Ikki d'avoir réussi à percer le secret de son contre marginal. Mais il ajoute également qu'Ikki ne peut absolument rien y faire, car ce contre marginal est un talent purement naturel, et non pas une technique que l'on peut apprendre. Malgré avoir entendu cela, Ikki refuse catégoriquement d'accepter la défaite et jure de le surpasser, coûte que coûte. Kuroto déchaîne alors une véritable tempête d'attaques, mais Ikki les bloque toutes en utilisant sa garde irrégulière. Finalement, Ikki trébuche sur un morceau de bois, et Kuroto lui tranche profondément la poitrine. Alors que la bataille fait rage, Stella observe attentivement et remarque quelque chose de crucial qu'Ayase perçoit également, et c'est qu'Ikki est en train de perdre exactement de la même manière que son père l'a fait autrefois. Elle panique alors, voulant à tout prix arrêter ce combat. Mais Stella la retient fermement et dit à Ayase que si Ikki abandonne maintenant, elle ne récupérera absolument jamais le dojo. Stella fait remarquer qu'Ikki sourit tout au long de ce duel, complètement dénué de peur, et demande à Ayase si son père a réellement regretté d'avoir affronté Kurado. Ayase réplique avec colère, insistant sur le fait que Kato regrettait absolument tout, car ils avaient perdu leur foyer. Mais Stella, avec douceur, n'est pas d'accord. Elle explique que Kato, tout comme Ikki, était un fier épéiste et qu'au fond de lui, Kato a dû ressentir une certaine joie qu'un adversaire aussi fort le défie, même si cela s'est terminé par une défaite. Ayase se remémore l'expression sur le visage de son père durant le duel, et elle se rappelle distinctement qu'il était en train de sourire. Les larmes montent alors à ses yeux, tandis qu'elle réalise qu'elle n'a jamais vraiment compris le cœur d'un véritable épéiste, et elle repense au moment précis où Kato s'est effondré dans ses bras, lui présentant ses excuses. Maintenant, elle comprend que ces excuses n'étaient pas du tout destinées à elle, mais qu'elles étaient en fait pour Kuroto, et que Kato regrettait seulement que son corps vieillissant ne puisse plus du tout montrer son plein potentiel. De retour au cœur de la bataille, Ikki et Kurado suspendent un instant leur affrontement, et les filles remarquent que la faiblesse de Kurado est son endurance, et que son style féroce, tel celui d'une bête, consomme bien plus d'énergie qu'une escrime normale. Et plus le combat s'éternise, plus il se fatigue, c'est une évidence. Les deux duellistes reconnaissent mutuellement la force de l'autre et admettent qu'ils apprécient pleinement ce match. Ikki demande alors à Kuroto si Kato a apprécié leur bataille d'antan, et Kuroto répond simplement que oui, il l'a fait. Ikki déclare alors à la fois à Kuroto et à Ayase qu'il restaurera le dojo et le rendra à sa famille légitime, c'est une promesse. Pour l'échange final, Ikki rassemble absolument chaque parcelle de sa puissance en un seul et unique coup ultime. Kuroto répond en déchaînant de multiples coups d'épée provenant de toutes les directions imaginables. Lorsque Ikki lève sa lame, Ayase et Kuroto reconnaissent instantanément la posture, car c'est la technique exacte que Keita avait utilisée autrefois, c'est indéniable.
Mais cette fois-ci, le coup porte enfin, terrassant Kuroto et mettant ainsi un terme définitif à la bataille. Ayase est complètement stupéfaite lorsqu'elle réalise que Ikki a utilisé la technique de sa famille, le Tenimyuhu. Et Stella explique alors qu'Ikki l'a apprise d'Ayase grâce à sa capacité Blade Steel, c'est incroyable. Vaincu, Kurado se prépare à quitter les lieux, mais avant de s'en aller, il demande son nom à Ikki. Quand Ikki le lui révèle, Kurado promet qu'ils se rencontreront à nouveau lors du tournoi. Après son départ, Ayase fond en larmes, complètement effondrée, et elle s'excuse disant qu'elle n'a pas su être à la hauteur de la technique de sa famille. Ikki la corrige avec douceur, lui expliquant que la seule et unique raison pour laquelle il a pu exécuter la technique de Kato, c'est parce qu'elle l'a utilisée en premier, et que personne ne comprend l'escrime de Kato plus profondément qu'Ayase, ce qui prouve qu'elle est, sans la moindre question, la successeur légitime et incontestable. Fortifiée par ces paroles réconfortantes, Ayase commence alors lentement à restaurer le dojo, et le lendemain, Stella confie à Ikki qu'Ayase a absolument tout avoué au comité scolaire, précisément à cause de cela. Elle a donc été retirée des matchs de sélection et suspendue pour une durée de 10 jours. Ikki reçoit ensuite un message d'Ayase lui annonçant la merveilleuse nouvelle que Kato s'est enfin réveillé. Stella est sur le point de prendre la main d'Ikki dans un moment des plus romantiques, mais Shizuku et Alice surgissent soudainement. Gâchant complètement ce moment si précieux, Ikki baisse les yeux vers sa main, cette même main qu'Ayase avait un jour dit aimer, celle qui lui rappelait tant la main de son propre père, et il réfléchit profondément à absolument tout ce qui s'est passé. Des semaines plus tard, Ikki et Stella remportent tous deux leur 12e match de sélection, et grâce à cela, la présidente les envoie en vacances pour une semaine entière. Un peu plus tôt, tous les deux se tenaient dans le bureau de la présidente qui leur expliquait que les étudiants de première année les considéraient comme de véritables symboles d'espoir. Elle leur annonça ensuite qu'ils avaient été invités au camp d'entraînement de l'académie situé à Okutama, où ils pourraient se dépasser encore plus intensément. Stella qualifie immédiatement ce voyage de véritables vacances prénuptiales, et lorsqu'elle remarque une magnifique cascade sur la brochure, elle dit à Ikki qu'il devrait absolument l'explorer plus tard. Ikki accepte sans la moindre hésitation car il souhaite que sa princesse adorée puisse s'amuser autant que possible, c'est sa priorité. Pendant ce temps, Shizuku se trouve avec Alice, se sentant plutôt morose à l'idée qu'Ikki parte en voyage avec Stella. Elle demande alors à Alice de se joindre à elle pour un voyage bien à elle, mais il lui explique qu'il a un rendez-vous important auquel il doit absolument assister. Il la renvoie avec une remarque plutôt taquine, lui disant qu'il suspecte que la sortie d'Ikki et Stella est bien plus qu'un simple séjour romantique pour un couple. Ensuite, Shizuku arrive à la résidence familiale des Kurogane, et lorsqu'elle ouvre la porte de sa chambre, son chat bondit aussitôt pour la saluer affectueusement. Shizuku feuillette alors de vieux albums de famille remplis de photos d'Ikki lorsque la femme de chambre entre pour lui annoncer que son père l'attend dans le grand salon. Là, le père lui dit qu'il voulait prendre de ses nouvelles et exprime sa grande fierté pour ses 12 victoires consécutives, ce qui prouve qu'elle est tout à fait digne du nom Kurogane. Cela ne fait qu'irriter davantage Shizuku et elle exige de savoir s'il se soucie réellement d'Ikki qui est lui aussi invaincu. Son père affirme que oui, mais Shizuku ne croit absolument pas un seul mot de ce qu'il dit et retourne en trombe dans sa chambre, le traitant de menteur sans ménagement. De retour à Okutama, Ikki et Stella atteignent les terrains d'entraînement spéciaux et y rencontrent plusieurs membres du conseil étudiant. Peu de temps après, Stella et Renren entament une partie de badminton absolument intense, utilisant leur capacité pour surcharger chaque coup, tandis que les autres observent la scène complètement incrédules. Tandis que Stella nettoie les sols avec application, Kanata explique qu'ils sont entièrement responsables du nettoyage du camp d'entraînement car les représentants du tournoi viendront s'y entraîner dans un mois. Et Stella se plaint alors que les devoirs du conseil étudiant sont étonnamment et même incroyablement ennuyeux. Mesoji ajoute que la présidente a envoyé Ikki et Stella parce que les 4 membres du conseil étudiant, à eux seuls, n'auraient jamais pu nettoyer l'intégralité de l'endroit. Il mentionne également que la présidente du conseil étudiant, Toka, souhaitait les rencontrer depuis un bon moment déjà. Quand Ikki demande où elle se trouve, Mesoji prétend qu'elle est en train de se la couler douce, mais Kanata le corrige aussitôt, expliquant que Toka a des affaires importantes à gérer ailleurs. Stella, quant à elle, boude ostensiblement car cela signifie qu'elle n'aura pas encore son moment romantique tant attendu à la cascade. De retour au terrain d'entraînement, Stella commence à raconter aux membres du conseil étudiant ses projets de cascade avec Ikki. Quand Ikki demande si le nettoyage est bien terminé pour la journée, Kanata confirme que oui, et Mesoji ajoute que toutes les corvées restantes seront imposées à Toka plus tard, sans faute. Saju les informe alors que la cascade se trouve à environ 1 heure de marche et leur suggère d'y aller avant le coucher du soleil. En entendant cela, Ikki dit à Stella qu'il est grand temps de partir, mais il remarque qu'elle semble étrangement distraite. Alors qu'Ikki et Stella s'enfoncent de plus en plus profondément dans la forêt, il observe que son visage commence à pâlir. Il suggère de retourner au camp, mais Stella refuse, voulant profiter d'un moment paisible seul avec lui. Quand il essaie d'argumenter, elle le pousse doucement à continuer. De retour dans les bois, l'état de Stella s'aggrave. Elle avoue avoir des vertiges depuis un moment et suppose dramatiquement qu'il l'a mise enceinte avec ses baisers. Mais Ikki coupe court, insistant que c'est impossible et expliquant qu'elle a simplement de la fièvre. Il suggère de rentrer et Stella refuse de gâcher leur moment spécial ensemble. Mais voyant qu'elle va plus mal, il la prend dans ses bras pour la ramener au camp. Soudain, la pluie se met à tomber et à leur insu, une silhouette suspecte les observe depuis les arbres. Ikki porte Stella jusqu'à un petit chalet de montagne. Et après l'avoir couverte d'une couverture, il réalise qu'elle brûle de fièvre et lui dit qu'elle doit enlever ses vêtements avant que sa fièvre n'empire. Stella est nerveuse face à sa demande, alors Ikki retire aussi son propre uniforme mouillé. Espérant l'aider à se sentir moins gênée, Stella laisse échapper un petit rire.
Se souvenant de leur première rencontre, elle commence à enlever ses vêtements, mais ses forces l'abandonnent, alors Ikki propose de l'aider et elle accepte. Essayant de rester calme, il l'aide à retirer ses chaussettes hautes, puis vient le haut. Ikki le déboutonne lentement, luttant pour rester composé, mais il parvient finalement à finir sans peindre toute la pièce en blanc. Mais ensuite Stella lui demande de défaire ses caches-poitrines, disant qu'elle a du mal à respirer. Sans trop le choix, Ikki rassemble chaque once de volonté qu'il lui reste et parvient à l'aider. Après, elle le remercie doucement, puis lui fait timidement remarquer qu'il la salue. Embarrassé, Ikki explique que c'est une réaction parfaitement normale pour les gars et la supplie d'oublier. Cependant, Stella dit qu'elle est heureuse qu'il réagisse ainsi avec elle. Puis elle lui demande s'il veut étendre son domaine. Alors que d'autres hommes se précipiteraient, Ikki s'excuse et dit qu'il ne peut pas encore lui donner de réponse. Il explique qu'il veut pouvoir annoncer au monde entier qu'il l'aime et il ne peut pas le faire si leur relation avance trop vite. Trop tôt, Stella accepte son raisonnement, disant que cela montre à quel point il est sérieux. Juste à ce moment, Ikki entend un bruit à l'extérieur du chalet. Quand il sort, un golem géant est sur le point d'écraser la cabane. Il utilise rapidement Itoshura pour sauver Stella et détruire le monstre. Cependant, le golem se divise en plusieurs plus petits, et Ikki est vite submergé. Quand les golems commencent à se diriger vers Stella, Renren intervient pour la protéger pendant que Saju combat les autres. Renren replace Stella dans les bras d'Ikki avant de retourner au combat. Misoji apparaît et explique que les golems sont contrôlés à distance par un blazer. À ce moment, Tuka arrive, déchaînant un éclair massif qui anéantit les golems et l'homme qui les opérait. Ikki fixe l'énergie crépitante autour de Tuka, stupéfait de enfin assister au pouvoir de la présidente, l'une des 4 meilleures du tournoi de l'année dernière. Pendant ce temps, Shizuku reçoit une notification par email sur son téléphone et quand elle l'ouvre, elle voit que son prochain adversaire n'est autre que Tuka. Aussi loin qu'elle se souvienne, Shizuku a été respectée par chaque adulte de la famille principale Kurogane, et ce depuis son enfance. Elle avait montré de grandes promesses en tant que blazer, mais malgré les éloges, elle en a eu assez de ces créatures gênantes appelées humains. Mais un jour, un homme, contrairement à tous les autres, a complètement ignoré son privilège. C'est Ikki qui lui a dit qu'elle avait tort, et à partir de ce moment, elle a décidé qu'elle resterait aux côtés de son grand frère quoi qu'il arrive. Maintenant, au présent, elle entra hardiment dans l'arène, prête à affronter Tuka. Quelque temps auparavant, Ikki et Stella avaient raconté à Alice leur rencontre avec les golems. Quand Alice demanda s'ils avaient découvert qui était derrière l'attaque, Ikki expliqua que le conseil étudiant avait enquêté juste après les avoir secourus. Alice demanda ensuite quelle était la force de Tuka et Ikki dit qu'elle était à la hauteur de toutes les rumeurs. C'est alors que Stella mentionna que Shizuku affronterait Tuka lors de son prochain match de sélection. Alice ajouta que Shizuku menait des combats d'entraînement ce jour-là contre des utilisateurs de foudre de haut niveau pour se préparer. Stella nota que la foudre était censée être l'ennemi naturel d'un utilisateur d'eau. Mais Alice souligna que cela ne s'appliquait pas à Shizuku car sa manipulation d'eau de haut niveau lui permettait de créer de l'eau ultra pure. Une eau si pure que la foudre ne pouvait pas la traverser. En entendant cela, Stella dit que Shizuku avait une réelle chance. Cependant, Ikki admit que même s'il voulait que Shizuku gagne, il ne voulait pas qu'elle se pousse trop loin, et il serait satisfait tant qu'elle en sortirait saine et sauve. Plus tard, après l'entraînement, Shizuku est sous la douche quand Stella vient la voir. Shizuku avoue qu'elle est nerveuse car Tuka est d'un tout autre niveau que ses adversaires précédents. Pourtant, elle insiste que cela n'affectera pas sa performance. Stella lui dit alors qu'Ikki est inquiet. Ce soir-là, Shizuku demande à Alice pourquoi Ikki et Stella sont si inquiets, et Alice explique que pendant leur voyage, ils ont été témoins du pouvoir dévastateur de l'épée de Tuka Reikiri. Shizuku marmonne qu'Ikki ne s'inquiéterait jamais comme ça si c'était Stella qui combattait Tuka, puis admet qu'elle ne se sent pas assez forte pour être reconnue par Ikki. Le lendemain, le match commence, et Shizuku et Tuka entrent dans l'arène prêtes au combat. Mais quand le sifflet retentit, les deux chevaliers tirent leurs épées et ne font absolument rien. Le public est confus, mais Ikki réalise immédiatement que c'est une impasse et qu'ils attendent que l'autre fasse le premier pas car un faux pas pourrait signifier la mort. Ikki souligne que Shizuku est prudente car Tuka possède l'atout ultime au corps à corps, Reikiri, et elle a gagné tous les matchs précédents en utilisant cette attaque. Stella rappelle à Ikki que Tuka a perdu le tournoi des 7 étoiles l'année dernière, ce qui signifie qu'il y a un moyen de la contrer. Mais Ikki explique que son adversaire était un utilisateur de lance qui était resté complètement hors de portée de Reikiri, et personne n'a jamais battu Tuka de près, car ils sont toujours fauchés par son coup d'épée éclair. Ikki prédit que Shizuku se concentrera sur la défense puisqu'elle excelle dans les batailles magiques à longue portée, mais soudain Shizuku lance un barrage d'attaques de glace. Tuka dévie tout et Shizuku bloque les éclairs de Tuka avant de déchaîner une énorme vague d'eau qui déferle vers elle. Tuka brise tout sur son passage alors qu'elle charge. Finalement, Shizuku piège Tuka dans la glace et lui lance un iceberg massif, mais Tuka découpe l'iceberg avec facilité, s'attirant les acclamations de la foule.
Puis Tuka disparaît dans un éclat de vitesse. Elle apparaît devant Shizuku et Shizuku bloque à peine l'attaque. Tuka se rapproche à nouveau et frappe, seulement pour trancher un clone d'eau, et la vraie Shizuku remarque une coupure sur son bras. Avant qu'elle ne puisse se regrouper, Tuka la submerge d'attaques rapides. Stella demande à Ikki pourquoi Shizuku ne peut soudainement plus suivre les mouvements de Tuka, et Ikki explique que Tuka utilise le même mouvement que Nanao a jadis utilisé pour le surprendre. Nangni apparaît à leur côté, confirmant que Tuka utilise une ancienne technique d'arts martiaux appelée Nukiyoshi, puis la démontre en se faufilant derrière Stella et en la taquinant, ce qui met Stella dans tous ses états. La présidente explique à Ikki que Tuka et Neni peuvent toutes deux utiliser le Nikiyoshi parce qu'elles se sont entraînées sous le même chevalier, Nangyu, le dieu de la guerre. Elle ajoute que Shizuku ne battra jamais cette technique, mais Ikki croit que Shizuku a un dernier atout prêt, un qui peut contrer Reikiri à bout portant. Stella crie des encouragements depuis les gradins, motivant Shizuku à aller de l'avant. Shizuku déchaîne un barrage d'attaques d'eau et de glace, mais Tuka les déchire toutes et porte un coup net, seulement pour découvrir un autre clone d'eau. La brume remplit l'arène alors que Shizuku entoure Tuka d'innombrables clones. Tuka les détruit tous un par un, tandis que Shizuku s'approche pour le coup de grâce avec sa plus puissante entaille d'eau, mais Tuka la frappe avec Reikiri. Un éclair aveuglant déchire instantanément la brume, et d'un seul coup net, Shizuku tombe. Les commentateurs annoncent la victoire de Tuka alors qu'elle s'éloigne calmement, invaincue. Plus tard, Shizuku se réveille à l'hôpital et Stella essaie de la réconforter, mais Shizuku, épuisé, demande à être seule. Après le départ des autres, Ikki dit à Stella qu'il est fier de voir que Shizuku est vraiment devenue plus forte. Pendant ce temps, Alice serre doucement Shizuku dans ses bras et lui dit que son frère a regardé son combat jusqu'à la toute fin. En entendant cela, Shizuku fond finalement en larmes. Ailleurs, en apprenant la défaite de Shizuku, le père d'Ikki ordonne aux subordonnés louches travaillant avec lui de commencer leur prochaine action. Quelques jours plus tard, Stella remporte son 14e match du tournoi par pure domination. Et après, elle et Ikki vont se promener. Elle raconte comment, lors de sa dernière bataille, elle s'est donnée à fond, et elle attribue cela à l'entraînement d'Ikki qui tire toujours le meilleur d'elle. Ils parlent de leur promesse d'atteindre le sommet et de s'affronter en finale du tournoi des 7 étoiles et l'ambiance étant parfaite. Ils partagent un baiser, ignorant qu'un homme mystérieux se cache dans les buissons. Plus tard, les étudiants se rassemblent dehors pour regarder de nouvelles affiches révélant les actuels favoris des matchs de sélection. Pendant ce temps, la présidente appelle Ikki à son bureau. Elle l'informe qu'Akaza, l'une des marionnettes loyales de son père au sein de la Fédération des Chevaliers Magiques, rôde autour de l'école, et ils craignent qu'il ne prépare quelque chose en coulisses. Cela la frustre car elle aime croire que le père d'Ikki n'est pas du genre à user de sale tours. Ikki insiste qu'Akaza ne suit pas les ordres du vieil homme, cette fouine graisseuse l'a toujours détesté. Ikki s'excuse pour le dérangement et dit qu'il devrait se retirer un moment, mais la présidente s'offense et lui dit qu'en tant que son professeur, le protéger est sa responsabilité. Plus tard, Ikki et Stella se rendent à la salle du conseil étudiant, seulement pour trouver la maladroite présidente le nez dans le sol, son petit doigt complètement exposé. Naine commence à crier sur les autres pour qu'ils agissent plus professionnellement, mais Ikki l'interrompt, demandant pourquoi ils ont été convoqués. Tuka se présente incitant Stella à la taquiner discrètement en disant que sa couverture de complot est visible, ce qui l'embarrasse encore plus. Ikki et Stella sont stupéfaits de voir un côté de Tuka complètement différent de la redoutable guerrière qu'ils imaginaient. Peu après, le groupe visite une institution où Tuka joue avec les enfants. Puis les enfants reconnaissent Stella et se précipitent vers elle, la suppliant de jouer avec eux, ce qu'elle fait avec joie. Mesoji remarque que Shizuku est si forte qu'elle a forcé Tuka à retirer ses lunettes, et Ikki devine correctement que l'art noble de Tuka fonctionne mieux à mesure que sa vue s'aggrave. Tuka explique que son pouvoir, la vision inversée, lui permet de voir les courants électriques dans le cerveau des gens, lui permettant de lire leur état d'esprit au combat. Elle n'est pas surprise qu'Ikki ait réalisé qu'elle l'avait utilisé pour voir à travers tous les pièges de Shizuku. Sur le côté, Ikki commente à Mesoji qu'il ne peut pas détourner le regard de Tuka, et Mesoji explique que malgré ses incroyables capacités, la véritable source de la force de Tuka est tout autour d'eux, ce sont les gens qu'elle protège. Il raconte à Ikki l'histoire d'un enfant violent et brisé qui a failli être assassiné par ses propres parents, mais Tuka a refusé de l'abandonner. Il partage comment Tuka a dit un jour qu'avant la mort de ses parents, il lui avait laissé de l'amour et des sourires, et elle veut transmettre cette même chaleur aux autres. En entendant cela, Ikki la respecte encore plus. Sur le chemin du retour en bus, Ikki pense à la façon dont Tuka tire sa force de l'amour et du but, et cela le fait se demander quelle est sa propre source quand lui et Stella descendent du bus. Les autres se précipitent avec un article montrant les deux en train de s'embrasser, et Stella est furieuse, voyant Ikki étiqueté comme un criminel pour l'aimer. Juste à ce moment, une voiture s'arrête et Akaza en sort, demandant à Ikki de l'accompagner au comité de moralité. Stella veut l'arrêter mais Ikki obéit et monte dans la voiture. Ils arrivent à la branche japonaise de la Fédération internationale des chevaliers magiques où Ikki est interrogé sur sa relation avec Stella.
Iki nie tout comportement indécent et déclare fermement qu'il s'aime. Plus tard, Iki est ramené dans sa cellule de confinement et on lui dit que la prochaine session commencera le lendemain matin. Pendant ce temps, après que Stella ait vaincu son prochain adversaire, des étudiants bavardent sur elle et Iki faisant des choses bizarres, ce qui la dérange. Après le match, elle retourne dans sa chambre et pose doucement sa tête sur le lit d'Iki, il lui manque. Pendant ce temps, Iki est emmené dans une salle de l'établissement pour disputer son prochain match de sélection. Au même moment, Stella remarque que des rumeurs encore pires sur Iki se répandent. Pendant le dîner à la cafétéria, Stella se blâme. Alors Shizuku la projette contre le mur avec un sort d'eau et lui dit qu'Iki endure tout cela pour protéger leur relation. Réalisant cela, Stella se dit de se concentrer. Après qu'Iki ait vaincu un autre adversaire anonyme, Yuri lui glisse secrètement un paquet contenant les cheveux de Stella. Le 9e jour de confinement, Iki dit à Akaza qu'il veut faire appel directement à son père, Itsuki. Et grâce à l'influence de la présidente, la rencontre est organisée. Quand Iki rencontre son père, Itsuki le félicite d'avoir vaincu des adversaires plus forts lors des matchs de sélection. Iki demande ensuite si Itsuki le reconnaîtra s'il gagne le tournoi des 7 étoiles et Itsuki répond qu'il reconnaît Iki, mais refuse toujours de l'enseigner, disant qu'il veut qu'Iki ne devienne rien. Iki s'effondre, réalisant que son père ne s'est jamais soucié de lui. Puis, après avoir gagné son 19e match, Iki affronte Akaza, qui lui dit que son dernier match pour devenir chevalier sera contre Tuka, et que s'il gagne, il devient chevalier et gagne sa liberté, mais s'il perd, il doit abandonner son rêve de devenir chevalier magique pour toujours. Quelques jours plus tard, Iki est seul dans sa cellule, toujours écrasé par les mots de son père, se demandant si tout ce pourquoi il s'est battu a vraiment été insignifiant. Pendant ce temps, Tuka et Mesoji attendent dans une pièce calme l'arrivée de quelqu'un, et ce quelqu'un s'avère être Shizuku. Elles la font asseoir, et Tuka explique qu'elle sait exactement ce qui arrive à Iki et à quel point son état est grave. Mais comme elle n'a aucune autorité pour interférer, elle se sent impuissante. Elle dit à Shizuku qu'elle ne se retient jamais dans une bataille, mais sait qu'Iki ne reculera pas malgré son état. Alors par réelle inquiétude pour Iki, elle demande à Shizuku de le convaincre de déclarer forfait. Shizuku se tourne ensuite vers Alice et lui demande conseil sur ce qu'elle doit faire, et Alice lui dit de suivre son cœur. Pendant ce temps, Tuka ne sait pas quoi faire elle-même, mais Mesoji la rassure et l'encourage à faire de son mieux. Puis le dernier jour de la bataille arrive, et tandis que Stella et tous les autres se battent pour le tournoi des 7 étoiles, tous les regards sont tournés vers une seule bataille. Le match entre le chevalier qui se tient au sommet, Tuka contre le chevalier qui a gravi les échelons, Iki. Des hélicoptères de presse encerclent l'arène, diffusant le combat au monde entier. Et Nenni et la présidente savent parfaitement que la diffusion n'existe que pour une seule raison, humilier publiquement Iki, ce que son père voulait. Soudain, un vieil homme ridé qui s'avère être le dieu de la guerre lui-même, Nangyu, apparaît, choquant Nena par sa présence. Il taquine Nena pour avoir toujours l'air mignonne, mais elle refuse d'accepter les compliments d'un vieil homme. La présidente l'accueille et lui demande s'il est là pour voir son ancien élève, Tuka. Et Nangyu admet que s'il est là pour la voir, il est aussi curieux de voir qui est le petit-fils de son ancien rival, Ryoma, le dernier samouraï. Juste à ce moment, Akaza apparaît et dit que le match pourrait même ne pas avoir lieu, ce qui déroute la présidente. Juste à ce moment, le haut-parleur de l'arène annonce que la bataille commence, mais Iki étant toujours absent, il a 15 minutes pour apparaître, où il sera considéré comme forfait. La présidente demande à Akaza s'il n'a pas conduit Iki avec lui, mais Akaza déclare qu'Iki est parti seul tôt ce matin-là sans le dire à personne. Pendant ce temps, dans un endroit lointain, Iki essaie d'atteindre l'arène, courant tandis que son monde entier est vidé de ses couleurs. Au milieu de son désespoir, il imagine son grand-père Ryoma, le motivant à ne pas abandonner, comme il l'a toujours fait par le passé. Mais une autre partie de lui crie brutalement que ces mots étaient absurdes, et qu'il devrait simplement abandonner ses rêves. Mais Iki continue de courir car la flamme en lui refuse de s'éteindre comme il l'a fait toute la nuit. Puis il voit la lumière au bout du chemin sombre, et la couleur revient dans son monde. Devant lui se tient Shizuku, et elle ne désire rien de plus que de dire à son frère bien-aimé d'arrêter. Mais elle sait qu'il ne le fera pas même si ses pieds commencent à saigner. Alors à la place, elle lui montre autre chose. Iki regarde devant lui et voit tous ses amis, camarades de classe et professeurs réunis, l'encourageant et croyant en lui de tout leur cœur. Puis Stella s'avance, tenant fièrement sa médaille Winnie, et elle dit à Iki qu'elle s'est qualifiée pour le tournoi des 7 étoiles et qu'elle l'attend pour qu'il tienne sa promesse de la rejoindre là-bas. Sur ce, Iki sprinte de nouveau, se souvenant de ce qu'il a encore à protéger. Dans les coulisses, Tuka apprend de Mesoji qu'Iki est arrivé, et elle sourit, heureuse de savoir qu'il est là. Puis, sous le regard de tous, les deux combattants entrent dans l'arène et se font face pour le salut final. Tuka s'excuse de devoir le combattre alors qu'il n'est pas à pleine puissance, et admet que depuis qu'elle l'a vu pour la première fois, elle a vraiment voulu l'affronter en tête-à-tête. Iki partage le même sentiment et les deux invoquent leurs épées,
Tuka avec sa lame de foudre et Ikki avec son Intetsu, prêt à vaincre le meilleur de Tuka avec son meilleur. Immédiatement, Ikki active son atout, Ito Asura, choquant tout le monde, mais depuis les gradins, Stella croit qu'il a un plan pour gagner. Dans sa tête, Ikki sait qu'il ne peut pas battre Tuka au corps à corps, alors il décide de verser chaque dernière once de l'énergie de sa vie dans une attaque précise et dévastatrice. Ils prennent tous deux leur posture, prêts à frapper, et comme une bataille entre la force imparable et l'objet inamovible, changeant même le style artistique tant la pression de leur pouvoir est intense, Tuka utilise son Reikiri, tandis qu'Ikki utilise Reikao, une attaque qui dure une seconde, si dévastatrice qu'il commence à saigner de son corps. L'arène se fige et quand le choc des pouvoirs est terminé, Tuka gît inconsciente sur le sol et Ikki reste debout en vainqueur. Akaza prend d'assaut l'arène, incrédule, et tente d'attaquer Ikki, mais Stella surgit par derrière, envoie cet homme voler vers l'Osserville et elle rattrape Ikki avant qu'il ne s'effondre. Dans ses bras, Ikki ressent la chaleur de la personne qu'il aime vraiment. Sous le regard du monde entier, il dit à Stella qu'il l'aime et lui demande de l'épouser. Tandis que tout le monde halète, Stella accepte immédiatement avant qu'ils ne partagent un baiser. Ailleurs, le père d'Ikki reçoit un appel de la famille Vermilion et il commence par s'excuser pour la proposition soudaine d'Ikki, mais ils l'interrompent et lui disent qu'il n'y a rien à s'excuser. Au lieu de cela, les Vermilions disent à Itsuki qu'il doit retirer ses sales stratagèmes et jeux politiques autour de Stella et Ikki, où la famille Vermilion le traquera. Le lendemain, tous les vainqueurs, y compris Ikki, Stella et Alice, se tiennent devant l'académie alors qu'ils sont annoncés comme représentants pour le tournoi des 7 étoiles. Tuka s'avance pour les féliciter et dit à Ikki à quel point elle est fière, et Ikki la remercie sincèrement pour leur bataille, disant qu'elle l'a poussé à ses limites. Puis, devant l'assemblée entière, Tuka désigne Ikki comme le leader incontesté de leur génération. Ikki hésite mais toute la foule éclate en accord, le qualifiant de LeBron James de leur génération. Puis, le drapeau de l'académie à la main et Stella à ses côtés, Ikki avoue à Stella qu'il ne se souciait autrefois de la vie de personne, mais qu'à présent il est heureux d'être reconnu, surtout par ceux qui l'aiment. Plus tard, il s'assied avec Stella pour parler mariage, mais Shizuku et Alice surgissent pour l'arrêter et lui rappeler qu'ils ont encore le temps avant ça. Alors Ikki et Stella devraient s'abstenir d'impliquer Ikki en utilisant son petit engin. Si vous avez regardé ce résumé d'anime jusqu'à la fin, commentez ci-dessous la nuit de la semaine et la princesse du feu. Et si vous aimez les résumés d'anime comme celui-ci, regardez cette vidéo.